faire défiler les salles et nous expliquer ce qu'on est en train de voir. Donc, Servane Mongeau est titulaire d'un doctorat en littérature comparée à l'Université de Montréal et littérature française à l'Université Rennes 2. Ça fait 2 doctorats, mais bon, c'est juste ce qui est écrit ici. Elle est maîtresse de conférences à la Faculté des lettres de Sorbonne Université, SELF, à Paris. Ses travaux portent sur les nouvelles mythologies de l'image ainsi que sur les notions de collectif littéraire et artistique à l'ère du numérique. Et je lui cède la parole. Bonjour à toutes et à tous. Alors le travail que je vais vous présenter aujourd'hui a été initié il y a un an en fait lors d'un autre événement LQM qui s'était déroulé à Lyon et que Anaïs a évoqué tout à l'heure, donc un colloque intitulé Fiction et données. Et le cas d'étude sur lequel je vais travailler aujourd'hui s'intitule Annaka. C'est un projet artistico-littéraire mené par Catherine Lenoble et consacré à une écrivaine, Anna Kavan, qui a vécu et qui a publié dans la première moitié du XXe siècle. Anna Kavan, donc je vais vous faire passer le livre. Attends, excuse-moi, merci. Anna Kavan, elle est l'autrice d'une œuvre au caractère expérimental plutôt marqué et une œuvre aussi par endroits très torturée. On ne sait pas exactement comment elle est morte, mais on imagine que c'est suite à une overdose. Son travail a été parfois comparé à celui de Franz Kafka et a inspiré plusieurs écrivaines de son époque, notamment Anaïs Nin, qui l'évoque dans ses journaux et correspondances. Mais il faut bien dire que l'œuvre d'Anna Kavan n'a guère connu une incroyable postérité. Moi, je ne connaissais pas Anna Kavan avant de la découvrir via Catherine Lenoble. Alors, le projet Annaka comprend une série de publications, parmi lesquelles l'ouvrage imprimé qui circule en ce moment même parmi vous, une création en ligne Kavanland que vous pouvez consulter en ce moment même, ainsi qu'une archive offline que je n'ai jamais eu l'occasion de consulter et dont je ne parlerai pas de fait. Kavanland, tout d'abord, se présente comme un dataset consacré à Anna Kavan. Il est accessible en ligne. Il s'agit, je cite, d'une archive sémantique et fictionnelle développée à partir d'une collection de data autour de la romancière britannique Anna Kavan. Archive mineure élaborée sur plusieurs années, Kavanland interroge, à l'ère du web folklore et du big data, l'héritage et la valeur littéraire de l'œuvre de Kavan, présentée sous la forme de déclarations textuelles et interprétations visuelles, des graphes, des requêtes, prose sémantique, collection indexée de tags et d'URL. Donc toutes les données proviennent de sources électroniques existantes qui ont été glanées sur la toile et organisées soit manuellement, soit automatiquement, en faisant émerger ainsi une sorte de territoire assez curieux entre fiction et documents, web des données et littérature. L'ouvrage Annaka, qui accompagne ce travail, donc, constitue une mise en récit de l'archive, dont le statut générique et le régime de vérité posent question. Le texte, qui s'appuie sur un pacte autobiographique, et Anaïs a beaucoup parlé de notion de pacte de lecteur, et je crois que c'est important pour réfléchir à la question de la littérature et des données et de l'ontologie du fait littéraire aujourd'hui. Donc le pacte autobiographique est formulé dès le départ assez clairement. Le livre est une enquête sur Anna Kavan, ou plus précisément sur le spectre ou la présence numérique d'Anna Kavan. Et le projet Annaka constitue un exemple assez inédit de ce qu'on pourrait qualifier de data paper littéraire et poétique, qui vient proposer le récit de la constitution d'un corpus, d'une archive, tout en proposant aussi une interprétation nourrie de plusieurs visualisations. Donc, comme je le disais, j'ai commencé à travailler sur ce projet l'an passé au colloque de Lyon. Et dans leur appel, à l'époque, Anaïs, Bertrand et Gilles avaient avancé la notion de data-fiction que j'ai souhaité reprendre et retravailler en proposant un concept alternatif de capta-fiction. Je vais revenir tout à l'heure sur le choix de ce terme, mais en 2 mots, il s'agissait pour moi de conceptualiser une poétique du dataset littéraire, comme j'avais pu l'observer dans le travail de Catherine Lenoble, tout en proposant une catégorie générique ou sous-générique de la littérature numérique. Donc aujourd'hui, je voudrais repartir de ce travail, mais en poussant un peu plus loin ma réflexion sur la problématique ontologique de l'écriture littéraire des données. CD document /write/Annaka, au commencement, paraît-il, serait donc le code. Et bienvenue dans le dossier Annaka, archive de toutes les données disponibles et collectées autour d'Anna Kavan, nom d'emprunt finalement pour une autrice dont l'histoire n'a pas retenu grand-chose, sinon des anecdotes assez légendaires pour certaines. Dans quel terrier cependant nous emmène ici Catherine Lenoble et quelle est la nature de cet espace numérique composé de données réelles sur une personne dont la vérité, justement, fait parfois défaut?
La tension entre les deux termes, fictions et données, qui était au cœur du colloque, donc premier étroitement associé à l'imaginaire, alors que le second est rattaché au réel, mais non sans problème, je vais y revenir, n'est que l'une des nombreuses manifestations possibles du brouillage, du coup tu as déconstruit complètement la notion, entre réel et fiction qui caractérise le moment contemporain de la littérature. Comme Anaïs l'a montré, ce brouillage il est décrié par toute une partie de la critique, dont Françoise Lavocat, qui, comme Anaïs vient déjà de le citer, pointe la nécessité cognitive, conceptuelle et politique surtout des frontières de la fiction. Et ce brouillage, il est pourtant l'une des caractéristiques majeures de la littérature numérique. On l'a beaucoup travaillé, je pense, tous autant que nous sommes ici dans le cadre de nos travaux. Il faut dire que les œuvres littéraires numériques, de par leur présence dans un espace en ligne dont le statut ontologique n'est pas si simple à déterminer, tant il empiète sur notre espace dit réel, ou en tout cas sur notre manière d'habiter le monde, occupe une place particulière dans ce débat théorique. Et de fait, il est essentiel de souligner combien l'étude de la littérature numérique investit nécessairement une tension entre deux conceptions de la création littéraire, mais qui s'opposent en fait bien au-delà du champ seulement des théories de la littérature. D'une part, on a une conception représentative de l'œuvre, qui se poserait comme fenêtre sur le monde, et d'autre part, une conception davantage performative, où le geste artistique participe à façonner et structurer le réel. Donc cette dernière, la dimension performative, elle est essentielle dans la théorie de l'éditorialisation qui a été évoquée par Bertrand et qui est régulièrement convoquée dans le champ des études littéraires. J'y ai moi-même pas mal adhéré et dans des travaux antérieurs. Avec Marcello Vitali Rosati, on avait défendu un parti pris un peu radical en affirmant l'idée d'une fusion, plutôt que brouillage, c'est une sorte voilà, entre le réel et l'imaginaire. Donc je nous cite, le fait de, mais vous allez voir, je suis plus d'accord avec moi-même. Donc c'est le fait de penser le geste de production des contenus numériques comme un geste de production de l'espace nous permet justement d'aller au-delà de l'opposition imaginaire-réel. Les pratiques, les discours et les technologies impliquées dans un geste d'éditorialisation ont comme résultat l'agencement d'un espace tout à fait réel. Bon, alors, selon cette conception, pour nous, une fiction en ligne serait une donnée comme une autre, située sur le même plan ontologique, par exemple, que les horaires de train disponibles via l'API de la SNCF qui ont été travaillés par Françoise Chamfort dans Lucette, gare de Clichy. Alors ça, c'était il y a 10 ans, et je ne suis plus tout à fait certaine d'être d'accord avec moi-même, ou disons que je formulerai les choses un peu autrement, parce qu'il faut dire que ces deux paradigmes, représentatifs et performatifs, en fait, ils cohabitent, et Anaïs l'a très bien dit, ils s'évertuent à cohabiter au sein des fictions littéraires en ligne, en jouant des effets d'ambiguïté entre réel et fiction. Et ce que tu disais, je suis assez d'accord, finalement, c'est comme si le téléphone ou l'application devenait une sorte d'encadrement métadiégétique de l'œuvre qu'on lit. Donc c'est un peu le téléphone, c'est un peu le Manon Lescaut contemporain, quoi. Voilà, on verra si l'Ancien Régime est d'accord. C'est d'ailleurs là, en fait, ce qui fait leur intérêt. Quel statut on confère à un profil numérique dit fictif, alors même qu'il intervient et converse sur un réseau social avec le profil d'un individu plutôt réel ? Mon problème, en fait, avec cette question-là que je suis pourtant en train de poser, avec l'éditorialisation et l'hypothèse de la fusion, c'est qu'elles font courir le risque d'un certain relativisme. Et en plaçant sur le même niveau mon propre profil Twitter et le profil d'un troll, par exemple, ça me pose des problèmes, parfois un peu éthiques. Mais évidemment, on peut en discuter. Je suis un troll. La difficulté à penser la relation entre fiction et données, elle est redoublée par le statut ontologique problématique des données elles-mêmes, éléments extraits du réel de manière arbitraire, mais qui ont tendance en fait à se substituer au réel, ou du moins à en tenir lieu dans notre imaginaire. Et aussi, la réflexion sur la littérature des données, elle suppose d'abord un déplacement conceptuel. Ce que l'on appelle le réel a changé sous l'effet de sa mise en données. Et Bruno Bachimon évoque même, on le verra, un nouveau régime de connaissance, fondé sur un principe de codification. Donc en toute logique, ce qu'on appellerait la fiction serait amené à évoluer également. C'est peut-être là où on n'est pas tout à fait d'accord toutes les deux. En proposant l'an passé la notion de captafiction comme alternative à la datafiction, j'ai voulu poser l'accent sur la problématique ontologique des données numériques, tout en posant un cadre théorique et méthodologique précieux pour repenser les enjeux de la mimésis littéraire en contexte numérique. La notion de captage, je l'emprunte évidemment à Johanna Drucker, et elle permet de s'abstraire du terme de données, dont il s'agit de déconstruire un faux certificat d'authenticité. C'est désormais un peu impensif de le dire, mais ça vaut le coup de le rappeler. Une donnée numérique n'est pas une émanation brute du réel, elle est construite, choisie, prélevée,
mais selon des postulats qui ne sont pas toujours clairement énoncés et surtout souvent impensés. Donc fondamentalement, il s'agit de déconstruire l'illusion d'objectivité de la donnée en la réintégrant dans un paradigme représentationnel. La donnée n'est pas un échantillon du réel, elle en est déjà une remédiation. Or, si la donnée relève en partie d'un paradigme représentationnel, elle n'en fait pas moins bouger les frontières de la représentation. Et c'est la thèse que défendent Bachimon et Verlet, à qui l'on doit une série de travaux assez récents sur le sujet. Pour Bachimon, c'est parce qu'elle est fondamentalement composée de codes qui, dans son principe, établit une convention arbitraire entre le réel et sa représentation et ne repose pas sur une exigence de conformité avec le réel lors de sa création ni de coévolution par la suite, que la donnée implique un nouveau régime de connaissance et de représentation. Je le cite, avec les systèmes numériques et le codage de et par l'information, la représentation de l'époque contemporaine ne ressemble pas à son origine, ni ne covarie de manière nécessaire avec elle, mais elle est un codage dont la manipulation calculée n'impose pas que le résultat soit une conséquence du comportement de l'objet ou réalité qui est codée. En distinguant entre elles successivement les notions de traces, d'enregistrement et de données numériques, parce que pour eux ce sont trois choses différentes et je pense que c'est important de le rappeler, chacune de ces étapes creusant l'écart par rapport au réel brut, Bruno Bachimon et Lise Verlet soulignent l'importance de mettre au point une herméneutique des données capable de reconstruire du sens. Et l'hypothèse que je veux défendre ici, c'est que la captafiction, en tant qu'écriture littéraire des données, a vocation à se poser comme l'une des méthodes susceptibles de reconstruire un régime du sens. Pour y parvenir, il faut sans doute commencer par dépasser l'opposition radicale entre réel et fiction et adopter un modèle ontologique un peu moins binaire du monde et de nos expériences du réel. Donc c'est sur ce dernier point que le paradigme performatif, je pense, reste quand même très utile. Alors ma réflexion sur Anaka s'est enrichie également à la lumière de travaux réalisés actuellement dans le domaine de la non-fiction, donc là aussi de la théorie très littéraire à laquelle je suis revenue. Anaka s'inscrit en effet dans un régime à la fois mémoriel et intime qu'il rapproche d'une tendance littéraire actuellement en vogue, ce que Dominique Viard appelle la littérature de terrain, typique d'un nouvel âge de l'enquête, comme l'a qualifié Laurent Demanze. Anaka se conçoit d'abord comme une enquête visant à redécouvrir l'identité de Kavan. Anna Kavan, je cite, n'est pas née Anna Kavan, elle est devenue. Anna Kavan, nom propre fictif Anna Kavan, est un personnage de fiction qui apparaît pour la première fois dans le roman Let Me Alone, signé Helen Ferguson. En 1939, Helen Ferguson devient Anna Kavan, nom propre réel Anna Kavan. Ce qui relie et fabrique ce lien entre l'auteur et l'héroïne, c'est l'identité narrative, ce que chacun élabore en construisant son propre récit en se racontant. Donc en posant d'emblée l'ambiguïté ontologique de son objet, Anna Kavan, non fictif devenu réel, Catherine Lenoble inscrit son travail dans un paradigme performatif autour du concept d'identité narrative dont elle va longuement jouer dans son récit, qui est tantôt écrit à la première personne, tantôt à la seconde du singulier. Il s'agit tout autant de produire une biographie d'Anna Kavan que de documenter l'enquête ayant permis la rédaction de cette biographie. Et la littérature contemporaine comprend aujourd'hui de nombreux exemples de cette double démarche, raconter le passé et en même temps raconter l'enquête. C'est Ivan Jablonka ou Philippe Janeda avec La Serpe, des ouvrages qui d'ailleurs ont eu beaucoup de succès. Ce qui m'intéresse ici, c'est que la littérature de terrain, elle est caractérisée par une préoccupation très forte pour le réel, en maniant une écriture qualifiée de blanche ou d'ethnographique, mais sans prétendre pour autant un idéal d'objectivité, ni même répondre à un idéal de vérité absolue. Et en ce sens, la littérature de terrain, elle a des accointances avec une écriture située, assumant la recherche de vérité située, plutôt qu'une vérité à proprement parler. C'est encore autre chose que l'opposition réel-imaginaire, mais c'est à mon avis important. Penser l'écriture littéraire des données à travers le prisme de pratiques de terrain ou de pratiques situées vient compléter un peu ma proposition de captafiction, puisque le récit ne vise pas l'exploitation des données du réel, mais l'exploitation de la réalité des données. C'est pas tout à fait pareil. Donc une expérience ethnographique dont le terrain serait le web. Boniment, choisissez un auteur mort et posez-vous la question de sa seconde vie, celle qui se poursuit et s'écrit sur le web, sur les plateformes de blog et microblogging, sur les réseaux sociaux. Prenons l'exemple d'Anna Kavan. Anna Kavan, une romancière britannique née à Cannes en 1901 et décédée à Londres en 1968, etc., etc. Son œuvre a-t-elle une deuxième chance d'être repêchée, repérée, éclairée ? Lançons une requête. Environ 1 280 000 résultats, 0,27 secondes. Bienvenue dans l'ère du Big Data, le merveilleux volumineux monde des données, véritable levier de connaissances pour ceux qui savent les collecter, les analyser, les croiser.
Qui est Anna Kavan? La captafiction vient renouveler le genre biographique en proposant une nouvelle stratégie de recherche inspirée de la science des données. Et là où les archives classiques et les outils de documentation constituent la source de la biographie et du chercheur traditionnel, que devient l'exercice d'écriture biographique lorsqu'il se déplace sur le web et qu'il est assisté par ordinateur? Finalement, ce qu'on fait quand on fait des humanités numériques. La démarche de Lenoble, elle reste celle d'une chercheuse collectionneuse, comme la littérature et l'art en ont produit depuis longtemps, mais cette fois-ci en contexte numérique. Et la captafiction ne fait que poursuivre et parfaire la tendance à l'effet de liste et aux fragments qu'on connaît très bien par ailleurs. Elle encourage l'écrivain à accumuler les matériaux d'écriture pour me produire du sens à travers leur curation, pensée et classée, pour reprendre l'expression de Pérec. À une nuance près, c'est que le matériau est numérique et sa collecte et son interprétation le seront également. L'occasion de questionner en fait l'influence des outils numériques de création sur le devoir de mémoire. Ici, il est intéressant de regarder de plus près le travail éditorial fourni par les éditeurs qui donne à voir cette hétérogénéité du corpus déjà passé par la médiation des outils de recherche numérique, à commencer par Google, rebaptisé PAPA par Lenoble, une sorte d'autorité suprême. Alors bien évidemment, Lenoble, elle se montre critique vis-à-vis des grandes plateformes et des outils d'écriture standardisés du web, dont elle note à plusieurs reprises l'influence structurante, y compris sur le travail de curation lui-même. Sous couvert de son panda diplomatique et de son libre pingouin, Papa fait le tri, zen, yin et yang, chapeau blanc et chapeau noir, le bien, le mal. Il en prend grand soin en les nettoyant 5 à 600 fois par an. Ce qui n'est pas sans incidence, les algorithmes, le grand ménage de Papa sur notre manière de voir, trier, accéder, consulter, lire et au bout de la chaîne, transmettre. Au point d'écrire parfois d'ailleurs une nouvelle histoire et d'inventer une nouvelle publication, de confondre les individus. Catherine Lenoble, à plusieurs reprises, repère des erreurs sur la médiatisation de Anna Kavan en ligne, des erreurs qu'elle ne va d'ailleurs pas du tout chercher à corriger. Google Images, par exemple, fait apparaître l'actrice Helen Woods, confondue par, je cite, la maladroite réécriture algorithmique, avec un tout autre nom d'Anna Kavan qui est Helen Wood. Donc Helen Woods ou Helen Wood. Et l'outil numérique apparaît de fait comme une sorte de générateur d'identité narrative, en ce qu'il participe à l'éditorialisation de l'entité Anna K à titre posthume, ajoutant des données aux données et en modifiant leur indexation et en influençant les algorithmes de classement. Alors Catherine Lenoble, elle devient complètement obnubilée par la recherche de patterns. En fait, elle va essayer de lire ces données pour comprendre qui est Anna Kavan et en proposer une écriture biographique. Obnubilée par la recherche de patterns, elle réalise un très important travail de modélisation qui est très intéressant en fait par rapport à ce qu'on cherche à définir comme une écriture du réel, qu'il faut avouer pourtant demande au lecteur une certaine attention soutenue. Je vous en lis un petit extrait. À la manière de ce vieux fou de Vladimir Prop, tu te mets en tête d'étudier la morphologie des œuvres d'Anna. Tu cherches et tu trouves tes propres formules. En lisant, annotant, parfois même murmurant, tu repères des variables et des constantes. Tu détectes 2 modèles. Le premier met en avant un protagoniste avec un prénom et un nom de famille. Il ou elle vit dans un environnement sous contrainte. L'émancipation chez Anna se joue soit dans la disparition d'un facteur ou d'une variable, symbole plus, soit dans la rencontre avec un jeune homme, H1, H2, on a les variables. Ce qui donne dans le texte ce type d'éléments que vous, en tant que lecteur, vous êtes amené à lire. C'est-à-dire que pour bien lire le travail de Catherine Lenoble, il faut en fait avoir des compétences en logique, presque en programmation, en lecture de variables, etc. Le texte se lit également comme un programme. Donc c'est une sorte de critical code studies, mais imprimé. C'est assez intéressant. Le tour de force ici, c'est de proposer une lecteur, une mise en données d'un corpus littéraire dont elle donne à voir et à lire le fonctionnement. On est amené à développer une nouvelle compétence de lecture qui fait écho un peu à l'herméneutique modélisante définie par Johanna Drucker, mais également à l'herméneutique des données que Bachimon et Verlet appellent de leur vœu. Et c'est ainsi que Lenoble construit une vraie poétique de la curation, comme le sous-entend le concept d'éditorialisation, mais comme l'a défendu aussi Goldsmith. Tout travail de création passe désormais non plus par la recherche de l'inédit, mais par un travail de réagencement et d'association des données. Le travail de curation s'apparente ainsi à une démarche qualitative qui chercherait à répondre à l'enjeu quantitatif des données. Et en ce sens, cette poétique de la curation ressemble à un art de créer du lien
comme en témoignent les nombreux graphes qui ont été produits par le Noble avec le collectif. Sauf qu'en se projetant ainsi dans la position de l'enquêteur chargé de faire émerger des relations, et donc du sens, l'écrivain de Captafiction prend quand même quelques risques. Et pour poser la question franchement, est-ce que les données ont toujours du sens, ou est-ce qu'on n'y projette pas le sens qu'on cherche à y voir? Là aussi, tous ceux qui font des humanités numériques sauront de quoi je parle. Et je terminerai là-dessus, mais l'ultime chapitre de l'ouvrage, c'est le chapitre intitulé « Data Mining », clôt l'enquête initiée par le Noble de manière assez inattendue dans un revirement, où l'autrice semble éprouver les limites de l'exercice de visualisation de données, tant du point de vue conceptuel que technique, mais également d'un point de vue herméneutique. Dans ce chapitre, qui transporte l'enquêtrice dans les méandres de son archive, mais également dans un asile psychiatrique, elle est internée, l'écriture littéraire des données apparaît comme un exercice à haut risque. Tu tournes en boucle, autour des mêmes événements, des mêmes fragments, des mêmes refrains, des mêmes revenants. Ce qui t'intéresse chez Anna K, le pattern familial et marital, le lit et la chambre, l'entrée et la sortie de la clinique, les voitures et son passeport, la période entre 39 et 35, et préciser qu'entre-temps, tu viens d'être admise au service des addictions comportementales. L'exercice biographique glisse vers une narration intime à la seconde personne du singulier, dans laquelle la narratrice et Anna K ont plus ou moins fini par ne faire qu'une. Et ce dernier chapitre, il comprend également de nombreuses propositions graphiques, ou du moins un jeu avec les formes de visualisation graphique, cependant décorrélées des données. Parce qu'il ne s'agit plus ici de proposer une visualisation à partir des données préexistantes, mais de créer des formes nouvelles, tout en jouant sur les codes de visualisation et de modélisation UML, dont les principes sont détournés pour générer une interprétation plus figurative, de sorte que les dessins formés se laissent interpréter de plusieurs manières possibles, une superposition entre la forme statistique ou modélisante et une forme figurative. Donc c'est ce que vous voyez ici, où les éléments graphiques de relation figurent des rideaux derrière lesquels la narratrice est cachée, mais va également symboliser l'enfermement dans la folie. Et dans ce nouvel exemple, on a un simple graphique en bâton, c'est pas compliqué, avec un design 3D qui vient soudainement dessiner le lit dont il est question dans la fiction. Et l'ambiguïté graphique avec laquelle joue Catherine Lenoble rappelle le concept d'interprétation modélisante de Drucker, dont je parlais tout à l'heure, selon laquelle notre compréhension des formes de connaissance n'est qu'une connaissance des formes. Et ainsi, l'interprétation modélisante appelle aussi des formes graphiques différentes, distinctes, capables d'exprimer l'ambiguïté, la contradiction, la nuance, le changement et d'autres aspects de considération critique. En s'extrayant de la visualisation des données pour créer un dessin plutôt figuratif, qui va lui-même ouvrir à une interprétation symbolique, Catherine Lenoble ouvre alors la voie à une compréhension non représentationnelle de la visualisation, même si ces derniers graphes n'ont pas été générés avec des données. Car il ne s'agit plus tant de produire ici une image des données qu'une image de leur visualisation. Et dans une métaphore finale associant le data mining à la trépanation crânienne, c'est pas très réjouissant, Catherine Lenoble laisse son lecteur avec une sensation ambivalente, comme si toutes ces données, malgré l'impression ou le fantasme d'exhaustivité et de rationalisation qu'elles supposent, ne pouvaient empêcher Anna K de nous échapper finalement. Anna se tourne et se retourne dans son lit, marmonnant « Les rats, les voilà à ma porte ». Recroquevillée du côté de la table de chevet, elle lorgne sur la lettre dans laquelle le président du comité lui fait savoir tout personnellement que les doigts de la propriété intellectuelle et artistique nous ont permis d'analyser votre œuvre grâce à la mémoire du fair use, invoquée avec finesse et maîtrise, et ce malgré les difficultés de la tâche au regard du sujet et de l'ampleur de la variété des secteurs d'activité. Comme nous l'avons relevé précédemment, le détournement d'outils informatiques et d'algorithmes ayant conduit à l'utilisation de données variables, il convient de sauver les apparences par un acte d'extraction provisoire entièrement effectué dans le crâne. Et tandis que tous s'autocongratulent pour le partage des miettes numériques, leur attention converge vers une horloge au gong dépressif qui semble négocier avec sa propre maladie. À y regarder de plus près, l'horloge indique la mort d'Anna K une énième fois. Merci.